Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau live de formation des cadres. Ce soir, on est avec Sylvie Gruzinski, qui est conseillère technique fédérale pour la Ligue d'Occitanie de basketball et qui va vous présenter la formation pour le meneur de jeu. Sylvie, je te laisse la Bonsoir, parole. bonsoir à tous. Donc voilà, je vais vous présenter une petite intervention autour de la formation spécifique du meneur de jeu. Donc le déroulement de l'intervention, donc ça sera une petite introduction sur le poste. Ensuite, on verra les différents profils de meneurs. Ensuite, les qualités techniques dont les meneurs ont besoin pour s'exprimer, la connaissance de jeu, les qualités physiques qu'on leur demande pour évoluer à un bon niveau, les qualités défensives et ensuite tout ce qui est sur les aspects mentaux. Donc on verra tout ça sur le déroulement. Évidemment, si vous avez des questions au fur et à mesure des thèmes, n'hésitez pas à les poser sur le Facebook en live et mon animateur me les transmettra. Donc pour l'introduction, la petite introduction, donc on va déjà dire que le poste de jeu du meneur est un poste de jeu clé dans un effectif. Quand je mets en dessous un double rôle joueur-meneur, c'est que la difficulté du meneur, c'est de pouvoir exister en tant que joueur et de faire son travail de meneur de jeu en même temps, en parallèle, euh, tout en étant voilà, discret dans tout ça. On ne doit pas se rendre compte qu'il a deux rôles sur le terrain. Par contre, il doit performer en tant que meneur de jeu pour faire jouer son équipe, pour que l'équipe performe, et lui aussi en tant que joueur apporter ses qualités individuelles pour la performance de l'équipe. Ensuite, il faut vraiment se rendre compte que la formation, l'apprentissage est long. La formation pour devenir un bon meneur de jeu, c'est très long. Donc, quand je parle d'expérience efficacité, c'est que je pense qu'il faut beaucoup d'expérience. Il faut apprendre de ces expériences pour être efficace. Donc, évidemment, tout ce dont on va parler, ça va, j'espère, on fait le tour un petit peu de ce qu'un meneur de jeu a besoin. Par contre, on n'aura pas les mêmes attentes sur un meneur en U13 qu'en senior et en professionnel, évidemment. Il faut de l'expérience, il faut apprendre de ses erreurs, il faut apprendre de ses réussites pour pouvoir être efficace, du moins sur ce rôle. Donc voilà, pour moi, il y a un accompagnement spécifique à avoir puisqu'on parle de double rôle. On parlera également du relationnel avec l'entraîneur. Donc moi, c'est important de spécifier que voilà, le meneur a deux rôles et que voilà, il doit exister sur les deux côtés. Donc déjà, on va commencer, on va parler des différents profils. Quand on regarde les meneurs de jeu, tous les meneurs n'apportent pas la même chose. Tous les bons meneurs n'apportent pas la même chose sur le terrain à leur équipe. Pour moi, déjà, c'est les qualités intrinsèques du joueur qui vont déterminer le profil du meneur de jeu. Il faut s'adapter aux personnalités. C'est tout, même en ayant les mêmes qualités physiques, les mêmes qualités techniques et les connaissances du jeu, un meneur ne sera pas du même leadership et n'aura pas le même impact sur son équipe. Donc voilà, il faut s'adapter un peu à la personnalité du joueur. Donc sur les différents profils, on a des fois des meneurs créateurs. Donc j'en présente quatre. Par contre, ils sont pas du tout par ordre de priorité ni par ordre d'importance ou voilà, c'est juste quatre profils un peu différents. Donc le meneur créateur, il arrive à trouver un peu un équilibre, une justesse entre être agressif et jouer pour soi, et être dans les finitions, et créer pour son équipe. Donc voilà, pour moi, c'est être dans la création offensive, aussi bien individuellement pour s'exprimer en tant que joueur et faire exprimer son équipe du mieux qu'il peut pour être performant. Donc ensuite, on a le meneur scoreur. Donc on dit souvent un peu un meneur un peu plus scoreur. Donc c'est qui développe plus d'agressivité vers le cercle. En fait, c'est pas forcément qu'il va marquer 15 points sur chaque match, mais d'ailleurs sur les différents profils que je présente, on peut très bien avoir en fonction des matchs aussi un meneur qui sur une certaine période va être un peu plus scoreur et ensuite qui va un peu déléguer à son équipe et être un peu plus créateur sur ça. Donc voilà, scoreur est un peu plus présent dans le scoring en règle générale sur le match. Ensuite, on a les meneurs qui sont un peu plus dans l'organisation. Donc, on a un meneur qui, d'abord, est là pour faire jouer son équipe, qui est un peu plus dans le passing game, mais
il faut être réaliste. Pour être un meneur organisateur passeur, il faut quand même exister dans l'agressivité vers le cercle et dans le scoring, puisque si un meneur n'est pas du tout agressif, évidemment les défenses vont commencer un petit peu à reculer, à tricher, et là on aura effectivement, si ça anticipe, beaucoup moins de solutions de passe. Donc c'est important que voilà qu'il y ait un petit mélange quand même des deux, même s'il y a des meneurs qui sont quand même beaucoup plus dans le passing que dans le scoring. Ensuite, on a les profils un peu combo, ce qu'on appelle combo, les profils d'arrière polyvalents. Donc c'est un joueur qui pourrait jouer sur le poste 1 et 2, qui peuvent jouer à l'intérieur d'un match sur les profils meneurs et ensuite passer en poste 2, ou à l'inverse commencer sur un poste 2 et être sur un poste 1 ensuite. On peut faire jouer deux combos en même temps pour assurer une ligne arrière en fonction de ce qu'on a besoin aussi sur le terrain. Donc il y a beaucoup de choses à faire avec ces profils-là. J'ai mis l'image de Nando De Colo parce que pour moi c'est le profil parfait de combo. On peut très bien laisser une équipe complète à Nando pour voilà, en tant que meneur de jeu, gestionnaire, scoreur, il est capable de faire un peu tout, il est très polyvalent et il est capable aussi de rentrer en poste 2 comme il a fait avec l'équipe de France sur ce qu'il a fait sur le dernier Euro. Dans tout ça, pour moi, le rôle du formateur, parce qu'on est là aussi pour donner des conseils aux entraîneurs et aux formateurs, c'est aider le joueur à se découvrir et à trouver son équilibre. C'est-à-dire que donc on dit que les qualités intrinsèques du joueur sont importantes. En fonction des personnalités, le formateur il doit être là pour le jeune, pour l'aider à se découvrir, en quoi il est bon, vers quoi il peut se tourner ou vers quoi il sera bon ou pas bon. Donc voilà, c'est vraiment l'aider à se développer, mais surtout l'aider à se découvrir et à trouver son équilibre. Ensuite, pour moi, le rôle de l'entraîneur, donc ça peut être à différents niveaux, mais voilà, c'est l'aider à s'exprimer et surtout à s'adapter au profil. C'est-à-dire que pour moi, on ne change pas le profil d'un meneur. Si on a un meneur qui est plutôt de petite taille et qui va être très défensif, on va le laisser s'organiser sur tout ça. Donc voilà, pour moi, c'est important de respecter et la personnalité et les qualités intrinsèques du joueur, tout en l'aidant à se découvrir et à pouvoir performer avec ses qualités à lui, en les développant. Alors justement, Sylvie, on a déjà une première question sur le live Facebook. Donc une question qui concerne justement le profil des différents postes, enfin, du meneur de jeu, les différents profils. À partir de quelle catégorie est-ce qu'on peut travailler, selon toi, aider le meneur à se développer sur un profil ou autre, ou l'accompagner en tout cas dans sa formation là-dessus? À partir de quelle catégorie ça peut se... Moi, je pense que déjà en U13, on peut déjà s'apercevoir un peu des qualités que développent les joueurs. On peut déjà, par rapport, donc ça on le verra après sur les qualités athlétiques, mais au niveau des profils morphologiques, grande taille, petite taille, qualité défensive, qualité plutôt de connaissance du jeu ou plutôt dans les finitions et beaucoup de fondamentaux. Donc je pense que déjà en U13, on peut s'apercevoir en connaissant un petit peu le joueur aussi. C'est sûr qu'il faut connaître aussi le joueur et pour connaître un peu sa personnalité, ce qu'il développe et à quoi il prétend. Mais en U13, je pense qu'on peut déjà commencer à faire un travail et à l'amener sur ce qu'est un meneur de jeu, qui découvre ce qu'est un meneur de jeu et qui se découvre lui aussi comment est-ce que moi je peux être un meneur de jeu. Voilà, un meneur de jeu ou un arrière, parce que là quand on parle de combo, c'est un arrière polyvalent. Voilà. Merci Sylvie. Ensuite, pour moi, il y a 4 pôles qui sont interdépendants, qui vont déterminer l'expression et la performance du joueur. On a le côté technique avec l'aisance de balle, on a un côté tactique avec la connaissance du jeu, connaître et comprendre le jeu. Ensuite, on a tout ce qui est qualité physique, donc sur l'aérobie, sur la vitesse principalement. Et ensuite, on a le côté mental. J'ai mis leadership, on en parlera. Alors évidemment, c'est trop long ça mériterait limite de faire une intervention complète sur le leadership pour pouvoir en parler en détail. On en parlera quand même parce que c'est très important chez le meneur de jeu, qui pour moi doit être quand même le chef d'orchestre, peu importe sa personnalité, peu importe comment il le fait. C'est quand même une référence sur un terrain avec un rôle un peu différent des autres. Donc pour moi, ces quatre pôles vont dépendre l'un de l'autre.
On peut pas avoir être performant sur uniquement techniquement, uniquement tactiquement ou juste avoir que des qualités physiques. Un meneur de jeu, ça doit être complet, on le verra après. Et surtout, c'est mentalement qu'il va pouvoir, s'il est bon mentalement, il pourra débloquer avec la confiance ses qualités techniques et s'exprimer, et ainsi de suite pour les autres. Donc pour moi, tout est dépendant l'un de l'autre, les qualités se rejoignent et surtout s'aident les unes des autres à s'exprimer pour être performants sur le terrain. Donc voilà, on va d'abord commencer sur les qualités techniques offensives. Ce qui est évidemment important, c'est l'aisance avec la balle. Sur le dribble et sur les passes, tous les fondamentaux offensifs individuels seront évidemment importants. Le meneur de jeu, c'est quand même celui qui a le ballon plus souvent, aussi longtemps et aussi souvent à l'intérieur d'un match. Il faut développer forcément très tôt cette aisance avec la balle. Donc déjà, la première chose, c'est la montée de balle sous pression. Alors évidemment, aujourd'hui, dans le basket moderne, sur le jeu rapide, on demande de vite dégager le ballon, donc c'est pas toujours le meneur de jeu qui va remonter la balle. Par contre, il faut quand même qu'il soit disponible vers l'avant, et surtout en cas de non-dégagement rapide du joueur qui prend le rebond, c'est quand même la responsabilité du meneur de jeu de remonter la balle. Souvent, on le verra sur les qualités défensives, il y a beaucoup de pression sur la remontée de balle. Donc ça doit être avec l'aisance au niveau du dribble et au niveau de la passe, il doit être capable de remonter la balle sous pression, aussi bien en dribble que prendre l'information de ce qui se passe et de pouvoir relancer en passe. Donc montée de balle sous pression avec aisance sur les dribbles et sur les passes. Sa capacité de relance chez les jeunes, c'est une priorité. Le jeu de relance est une priorité en général. Et le meneur de jeu fait partie de cette impulsion qu'il doit donner à l'équipe, que ce soit en passe ou en dribble, qu'il soit disponible, juste un relais, qui doit remonter la balle, faire une passe décisive, ou même sur un coast-to-coast. Des fois, il y a aussi l'opportunité de récupérer le ballon sur un rebond, de remonter, surtout sur les niveaux les plus jeunes, de scorer s'il n'y a pas d'opposition. Donc voilà, de remonter la balle vite vers l'avant, ses capacités de relance doivent être évidemment mise en avant chez le jeune. Et là, je parle des U11 et des U13. Ça doit être très rapide. Et évidemment, cette règle de remise en jeu rapide en zone arrière doit aussi être importante. Donc c'est sur la capacité de démarquage, prendre l'information pour relancer ou être démarqué pour pouvoir relancer en dribble. Donc sur cette aisance avec la balle doit donner la possibilité au meneur de jeu de pouvoir être bon sur ces 1 contre 1. Donc on parle de franchissement. Donc on parlera tout à l'heure des fins de possession. C'est important qu'on puisse se reposer sur un meneur de jeu pour terminer les possessions ou pour terminer les matchs dans les moments importants et de pouvoir dominer son vis-à-vis. Donc on parlait du vis-à-vis sur la montée de balle, donc sur le tout-terrain. On en parle aussi sur le demi-terrain. Être capable de franchir. Je voudrais parler quand même du rôle de l'entraîneur sur tout ça. Je l'ai mis ensuite sur la diapo, mais c'est passer beaucoup de temps. Il faut passer beaucoup de temps dès U11, dès U13, même encore en U15. Et voilà, ça doit être une priorité de passer du temps sur les fondamentaux, que ce soit sur les échauffements, que ce soit sur l'entraînement lui-même. Des fondamentaux d'abord sans opposition et ensuite aller rapidement avec de l'opposition. Ça peut être avec du retard, sans retard, des mises en situation qui puissent proposer aux joueurs arrière, donc d'avoir une bonne aisance avec la balle, d'avoir des exercices en situation réelle, voilà, de ce qu'il va rencontrer en match avec la pression qu'il y a. Le tir extérieur, pour moi, c'est pareil. Il faut que le meneur de jeu soit un danger constant dans le tir extérieur. On ne peut pas aujourd'hui sur le basket moderne se contenter d'avoir des capacités physiques, de terminer dans la raquette. Alors chez les jeunes, c'est possible. Les joueurs qui dominent physiquement arrivent souvent, même avec les U15, à terminer. Pourtant, il faut vraiment qu'on les oriente sur développer le tir extérieur. Donc c'est les exercices à l'entraînement, c'est la correction de la gestuelle, avoir une gestuelle correcte, mais surtout l'intention de pouvoir prendre ses tirs. On doit être capable, on ne doit pas faire d'impasse sur ce danger, que ce soit sur les 1 contre 1, même sur les fins de contre-attaque, pouvoir prendre des tirs. Alors évidemment, on le verra tout à l'heure,
il y a les choix offensifs, hein, c'est pas tirer dès qu'on a la balle, évidemment, c'est pas du tout la priorité, mais quand même sur des retours de passe, être capable d'avoir un danger sur le tir extérieur, 2 points, et sur les tirs à 3 points. Le dernier point, c'est le pick and roll. Basket moderne, on y passe, donc alors pas en U13 évidemment, mais sur du 15 élite, on y arrive rapidement. Il y a beaucoup de pick and roll, basket féminin, basket masculin. Le meneur de jeu se doit de connaître donc déjà les différentes défenses qu'il peut rencontrer. Et quand je parle de qualité technique, c'est être capable donc déjà de faire face à son vis-à-vis sur emmener le défenseur du porteur où il veut, et pour être capable avec l'aisance de l'emmener dans l'écran. Pas évident parce qu'il y a son défenseur et on rapplique le défenseur du porteur d'écran en plus. Donc voilà pourquoi il faut beaucoup d'aisance avec la balle pour être capable de faire face à toutes ces situations avec un défenseur en plus. J'ai mis une petite vidéo sur l'ensemble du jeu de pick and roll. Donc il y a des images U15, garçons, ensuite sur les filles et sur les professionnels, parce que c'est vrai qu'on a une panoplie maintenant de défenses proposées, donc on a aussi une panoplie de ce qu'on va demander dans l'aisance, dans la prise d'information aux joueurs, et souvent évidemment c'est les joueurs arrière qui posent ces écrans. Donc j'ai mis à chaque fois 2 fois les images pour qu'on puisse les regarder ensemble. Donc là, être capable, voilà, par exemple, de splitter un écran, donc se faufiler, donc prendre l'information, donc c'est-à-dire qu'il faut déjà là avoir la tête levée pour prendre l'information du défenseur, du poseur d'écran, pouvoir être capable, donc physiquement, donc là on parle de qualité physique, des qualités d'agilité au niveau des appuis, être capable de dribbler et de percer l'écran sur un split, et derrière d'avoir du contrôle, donc du contrôle pour trouver la dernière passe et d'avoir lu l'aide défensive. Donc là, c'est la situation où on split l'écran. Ensuite, on a les situations où on va pouvoir fixer et attaquer à l'opposé de l'écran. Donc attention, là je mets tout de suite une petite référence sur ce type d'écran. On n'a pas besoin de tomber dans le sur-dribbling pour pouvoir prendre un écran. Et ça, on y tombe de plus en plus parce que avoir de l'aisance avec la balle, c'est bien. Nous, le rôle des entraîneurs, ça va être de les pousser de leur apprendre à utiliser ce dribble avec utilité. Voilà, c'est pas dribbler pour dribbler, entre les jambes dans le dos, sur place, sur une action qui ne nécessite pas trop de dribble. On le verra tout à l'heure avec Nando De Colo. En tout cas, ici, ça nécessite un peu de dribble, un peu de dextérité pour pouvoir attaquer à l'opposé de l'écran. Il y a de l'aisance, mais il y a aussi du contrôle. Sur celui-ci, on est sur l'attaque de pick and roll. Donc là, ce qui est intéressant, donc là, c'est pareil par rapport au sur-dribbling. On n'est pas obligé de mettre, dès qu'on capte la balle, le ballon au sol. On a 5 secondes pour prendre les informations, garder la balle. L'écran arrive. Bon là, il y a un dribble qui peut-être n'est même pas nécessaire, mais en tout cas, il provoque un changement de rythme derrière. Et voilà, avec un bon écran posé, une lecture, on doit pouvoir être capable de prendre ce genre de tir. Donc là, avec Marine Fautou, on est sur un jeu donc avec beaucoup d'aisance et un jeu de feinte. Donc la prise d'écran, un changement de rythme. Ici, le travail de in-out devant le défenseur du porteur d'écran. Et derrière, beaucoup de contrôle. Alors beaucoup de contrôle sur les appuis et beaucoup de contrôle sur la passe. Donc voilà, technique de passe, du contrôle avec les appuis et évidemment de la prise d'information. Pour trouver la joueuse libre à l'opposé, voilà, la shooteuse qui attend la balle. Là, on est sur de l'aisance avec sur un pick and roll. On est presque sur de la prise et de la passe dans le dribble derrière le pick, donc un petit espace. Être capable de trouver dans le petit jeu sur une passe au sol le rôle de l'intérieur. Donc pareil, il y a de la prise d'écran. Avec Olivia Epoupa, donc c'est pareil, on est sur de la vitesse, du contrôle et une petite passe au sol pour terminer. Donc il y a beaucoup de qualité technique dessus. Donc là avec Nando De Colo, c'est pareil, je pense qu'il joue assez bien les situations sur les pick and roll.
du changement de rythme, du contrôle sur les finitions. Donc voilà, être capable de mettre une accélération pour terminer vers le cercle, ou sur des tirs extérieurs comme celui-ci. Sur celui-ci, c'est ça qui est important de noter, c'est que avec toute l'aisance avec la balle qu'il a, il n'a pas besoin, là, il a réceptionné la balle, il s'est arrêté et juste sur une feinte à l'opposé, une prise d'information, l'écran est arrivé. Donc voilà, là ça nécessite aussi une bonne pause d'écran, mais voilà, il y a de l'attente, il y a le timing, il n'y a pas besoin d'énormément de dextérité pour la prise d'écran. Par contre, derrière, il y a du contrôle sur le tir extérieur. Voilà, être capable de prendre ce genre de tir. Sur celui-ci, et c'est ça aussi qui est important dans l'aisance, être capable de laisser le joueur, donc là sur une situation de fin de match, une situation très importante à jouer, dernière possession ou avant-dernière, un panier important, on donne la balle au meneur de jeu qui est capable de jouer sur le pick and roll. Là, il laisse le joueur dans son dos pendant quelques secondes, donc on voit pas très bien sur l'image, mais là, sur un dribble sur place, un dribble d'attente, arriver à contrôler son défenseur en vis-à-vis pour pouvoir derrière le laisser derrière, le mettre dans l'écran et après s'occuper du défenseur du poseur d'écran. Voilà, donc beaucoup de contrôle sur le jump shoot juste derrière. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à apprendre sur le pick and roll, en plus de tout ce qui est prise d'information. On est sur beaucoup d'aisance et surtout jouer la situation au bon moment, au bon endroit. Pour terminer, donc j'en ai un petit peu parlé, pour moi, dans cet ensemble, sur les qualités techniques, un meneur de jeu doit être polyvalent techniquement. Il doit être capable de scorer et de créer. Dans l'idéal, voilà, avoir beaucoup d'aisance avec la balle, dans le dribble et dans la passe. Et le rôle du formateur, on en a parlé rapidement, voilà, passer beaucoup de temps, des répétitions, des corrections avec détail, de les mettre avec opposition, de proposer des situations diverses et créatives et de les amener dans un travail d'autonomie. C'est important que voilà, les exercices qu'ils puissent faire à l'entraînement avec vous, ils soient capables de les réaliser aussi individuellement, un petit peu avant l'entraînement s'ils peuvent venir plus tôt ou un petit peu après s'ils peuvent rester. Donc voilà, être dans l'autonomie dans ce qu'ils vont travailler. Voilà sur les qualités techniques offensives. Sur les connaissances du jeu, donc on en a parlé un petit peu sur la lecture du jeu. Pour moi, c'est le plus important, c'est tout ce qui est travail de lecture. La prise d'informations et le traitement des informations. Donc, ce qu'on a vu techniquement avant, ça va nous permettre de pouvoir lever la tête, de pouvoir avoir un port de tête haut pour pouvoir prendre les informations. Si je n'ai aucune dextérité, la première chose que je vais faire, c'est, comme je ne contrôle pas la balle, baisser la tête, baisser les yeux pour regarder mon ballon. Donc, c'est la première chose à faire. Avec la dextérité, prendre les informations au maximum. Donc ça, c'est une correction qu'on doit avoir constamment quand on travaille individuellement avec les joueurs, leur demander de lever la tête et de prendre les informations. Ce n'est pas unilatéral, c'est pas parce que je dribble vers l'avant main droite que ma tête doit regarder à droite. Je peux très bien me déplacer à droite, tourner la tête à gauche, prendre les informations dans un champ visuel très large. Voilà sur quoi il faut insister sur le traitement de l'information. Dans le jeu, ce qui est important, c'est les choix offensifs. On doit avoir, plus encore chez le meneur de jeu, une justesse entre prendre le tir et faire la passe. C'est important de pouvoir faire la différence entre quand je dois jouer, quand les défenseurs sont là et quand je dois passer la balle. Voilà, faire un choix offensif juste, avoir le moins de déchets possible dans le jeu. Pour ça, de plus en plus, bon, il y a les statistiques. C'est pas encore trop chez les trop jeunes, mais arrivé déjà en 15 élites et après, on a la chance de pouvoir avoir des statistiques. Donc, ce qui est important de voir, c'est aussi le ratio passe décisive, balle perdue. Des fois, on a des prises de risque chez les jeunes. Nous, notre rôle, c'est aussi de les aider à savoir est-ce que c'est une prise de risque efficace ou est-ce que c'était inutile. Donc, des fois, la relance du jeu, il faut le faire et il faut le prioriser. Par contre, des fois, il faut aussi leur apprendre à pouvoir évaluer le risque. Est-ce que c'était inutile? Cette passe, est-ce qu'elle était inutile ou est-ce qu'elle était censée? Voilà, donc ça c'est notre rôle aussi, à faire un bon ratio entre cette passe décisive et cette balle perdue qui était peut-être pas utile. Voilà.
La deuxième chose, c'est la gestion du tempo. Pour moi, la gestion du tempo et le rythme du jeu est quand même imposé par le meneur de jeu. Donc il faut trouver un bon équilibre entre la relance et le jeu placé. Et là, c'est aussi en fonction des niveaux de jeu et des catégories. Chez les jeunes, évidemment, il y aura beaucoup plus de jeux de relance et de jeux rapides que en senior où effectivement déjà quand on a un meilleur niveau on a un meilleur repli défensif aussi, donc il y a moins de contre-attaques scorées, moins de paniers faciles sur du jeu rapide. Pour autant il faut quand même relancer le jeu, c'est pas parce qu'on relance le jeu qu'il n'y a pas de possibilité sur un repli qu'on peut pas non plus enchaîner sur une continuité. Pour ça moi le meneur il est assez responsable dans cette gestion du tempo. Pas forcément, il n'y a pas toujours besoin d'avoir le ballon pour gérer le tempo, mais c'est aussi communiquer, replacer les joueurs, inciter les équipes, enfin les coéquipiers à pouvoir jouer voilà, plutôt côté gauche, plutôt côté droit. Et là j'y viens sur l'orientation du jeu. C'est important qu'il y ait de la communication et que le meneur, donc selon sa personnalité, son leadership, ait un impact sur l'orientation du jeu. C'est pas lui qui décide tout le temps, c'est pas vrai. Heureusement d'ailleurs, parce que les autres ont aussi besoin de réfléchir, et c'est bien quand tout le monde peut réfléchir et être sur la même longueur d'onde. Par contre, ça doit quand même être le meneur qui impulse voilà, ce rythme, ce tempo, jeu rapide, jeu de continuité ou jeu placé. Voilà, c'est important pour que le meneur ait cette responsabilité et qu'il sache surtout à quel moment le faire. Pour ça, donc en fonction des niveaux, pareil, il a la responsabilité de s'adapter aux défenses adverses. Donc ça peut être sur le haut niveau, il y a beaucoup de scouting, beaucoup de vidéos, on connaît les joueurs par cœur, voilà, les systèmes de jeu par cœur. Donc c'est pouvoir s'adapter à ce que fait l'équipe adverse. Et aussi la lecture des avantages, pour moi c'est tout ce qui est déjà les mismatchs, quand on a un avantage sur un poste extérieur ou un poste intérieur, qu'on a un joueur intérieur qui est qui poste et qui est défendu par un plus petit, être capable de le voir, d'orienter le jeu, pas forcément de faire la passe décisive directement, mais s'il est poste bas côté droit, voilà, c'est au meneur de jeu d'orienter le jeu à droite pour jouer poste bas et non pas de jouer à l'opposé et de rater le mismatch qu'il y a eu sur le post-up. Voilà, pour moi il a ses responsabilités par rapport à ses coéquipiers. Sur les fins de possession et les fins de match, on demande beaucoup aux arrières de gérer, donc ce qu'on a vu tout à l'heure avec Nando De Colo qui gérait la fin de match en tant qu'arrière. Donc là, il était arrière combo avec Albici. C'est important de pouvoir se reposer sur un joueur qui va pouvoir terminer sur du 1 contre 1, pouvoir franchir son défenseur direct et trouver la bonne solution, ou sur un pick and roll. Voilà, c'est important de pouvoir se reposer sur quelqu'un. Il doit, dans tous les cas, même si il trouve la fin de match pour quelqu'un d'autre parce que quelqu'un d'autre a la main chaude ou a dominé son adversaire direct, c'est sa responsabilité de lui donner la balle. Donc c'est pas toujours le meneur qui termine, par contre c'est toujours lui qui doit avoir dans la tête le chronomètre. Sur les 24 secondes, sur les fins de quart-temps et sur les fins de match. Il y a quand même beaucoup de possessions à gérer. On a maintenant 4 quart-temps, donc il faut gérer les fins de quart-temps. Et les possessions qui sont à 24 secondes sont de plus en plus nombreuses. Donc gérer les fins de possession, les fins de quart-temps, avoir le chrono dans la tête. Et donc par rapport à ça, tu laisses une certaine liberté justement au meneur de jeu pour qu'il soit dans la création principalement, ou est-ce que c'est des choses que tu vas travailler sur des scénarios de fin de match prioritairement? Alors ça se travaille sur les gestions de fin de possession et fin de match. On peut très bien à l'entraînement se voir travailler sur une manche voilà, égalité où une équipe est 1+1, l'autre est à -1. Qu'est-ce qu'on fait? Il reste 12 secondes, il reste 24 secondes. On peut s'inventer des petites stratégies pour le travailler. Peut-être en donnant les consignes en amont ou alors en laissant les joueurs, chaque équipe se gérer sur quel système, sur quel pick and roll qui va gérer. Voilà, c'est aussi à eux de trouver ça. Pour moi, il faut trouver un juste milieu entre on décide et on laisse décider. Voilà. Et tout ça, ça se fait au fur et à mesure. Alors évidemment, en U13, il va falloir plus les orienter que quand on arrive sur un niveau professionnel confirmé. Donc voilà, ça dépendra des oppositions et effectivement des meneurs de jeu qu'on a réussi à former ou pas. Sur les fins de possession, donc là j'ai mis une petite vidéo sur donc France-Suède. Je pense que tout le monde a déjà vu ce match sur les quarts de finale du championnat d'Europe.
féminin. J'ai coupé le son par rapport aux commentaires. J'aurais très bien pu le laisser parce que bon, ça met dans l'ambiance, etc. Par contre, voilà, je commenterai un petit peu et je dirai ce que j'en pense sur tout ça. Voilà, il y a très peu de temps. Voilà, on arrive dans le Money Time qui est dans les 2-3 dernières minutes. La France est derrière alors elle rencontre un outsider quand même qui est la Suède. Donc sur ces moments-là, voilà, on sait qu'on peut compter sur une fille comme Céline Dumerc qui a pu à ces moments-là scorer sur un match où elle avait en plus eu moins de temps de jeu à cause des sanctions par les fautes. Pourtant, on sait quand même qu'on peut compter sur une joueuse comme ça, sur voilà, marquer 3 points d'affilée. Là, on est sur une fin de match où Edwige Lawson est à la main et Céline Dumerc est décalée en poste 2. Donc ça aussi, c'est réfléchi, c'est intéressant de pouvoir jouer avec deux joueuses qui sont un peu combo arrière. Savoir prendre ces tirs-là, ces moments importants. Voilà, c'est pas forcément un tir qui est ouvert, pourtant il est juste dans ce qu'elle vient de faire et dans ce qu'elle doit faire pour l'équipe. C'est son rôle aussi de le faire et elle l'a très bien fait. Voilà, je vous laisse regarder le troisième 3 points. Donc là, pareil, ça gère un peu le chrono puisqu'on est devant de 2 points. Donc voilà, Edwige qui a géré un petit peu sur les premières secondes. On met la balle à l'intérieur, on la ressort, on shoot, il reste 3 secondes. Donc ça, c'est de la gestion de fin de possession alors qu'on est devant. Donc c'est important d'avoir le chrono en tête, de pouvoir gérer en fonction, on est devant, on est derrière, à qui on donne la balle, qui doit prendre ce genre de tir. Et là, donc voilà, Edwige a aussi joué son rôle dedans, à pouvoir mettre Céline en capacité de scorer. Et pour terminer, je laisse la fin sur les lancers francs donc d'Edwige Lawson, puisque après ces 3 points et cette remontée assez extraordinaire sur ce Money Time, on est quand même à +2 et c'est Edwige Lawson qui a provoqué cette faute pour avoir 2 lancers francs importants. Il reste 13 secondes. À +2, le match n'est pas encore gagné. Donc là, je sais pas si vous avez vu, donc derrière on voit passer Céline Dumerc pendant qu'Edwige tire les lancers francs. Donc déjà on a la sérénité et l'expérience d'Edwige sur les lancers francs à marquer 2 sur 2 et à se mettre à 2 possessions d'écart au lieu d'avoir 2 points d'avance. Et ensuite, on a Céline derrière, en tant que deuxième meneuse, en tant que combo, qui continue de donner les consignes et avoir cette influence et cet impact sur l'équipe. Donc voilà, pour moi, c'est indispensable d'avoir voilà, une paire d'arrière comme ça, ou voilà, au moins une des deux joueuses, un joueur. Qui garde la tête froide dans les situations difficiles. Voilà, être capable d'être serein sur ses possessions. Le rôle de l'entraîneur dans tout ça, je pense que on se doit de remarquer et de féliciter les bonnes décisions stratégiques, les choses que on voit peu, que les experts ne voient pas, les parents ne voient pas, sur le côté que certains joueurs, aussi certains coéquipiers ne se rendent pas compte de ce que c'est être un meneur de jeu, des responsabilités qu'on a, d'avoir souvent la balle, de devoir réfléchir et prendre des décisions pour les autres avant soi des fois, donc de passer des fois en second. C'est, je pense, le rôle de l'entraîneur de pouvoir montrer aux autres. Donc c'est peut-être sur des petites réflexions individuelles, donc faire un retour régulier au meneur de jeu. Voilà, t'as fait une bonne passe, on n'a pas scoré, mais c'était une bonne passe. C'était une bonne orientation du jeu qui a provoqué une passe décisive pour un coéquipier. Le meneur n'est pas obligé de faire que des passes décisives ou que des finitions. Il a l'obligation, la tâche d'orienter le jeu et de provoquer les passes décisives. Donc c'est à lui d'ouvrir ses espaces, de regarder, de réfléchir. Et le coach peut influencer dans cette stratégie. Donc c'est important. Et tout ce qui est questionnement et débriefing, dans les entraînements, pendant les entraînements, après, pendant les matchs, sur les vidéos. Donc ça, les vidéos, ça prend du temps. Mais c'est important de pouvoir, quand on a le matériel et le temps, de pouvoir impacter l'équipe et les meneurs sur cet impact vidéo. Souvent, le joueur se voit lui, mais il a du mal à voir le placement des coéquipiers, ce que les coéquipiers ressentent, le timing. Donc c'est important des fois de montrer en vidéo l'ensemble de l'équipe et non pas que ce que fait le joueur en tant que meneur de jeu. Donc voilà, on a un impact, je pense, à avoir en tant qu'entraîneur et formateur sur... C'est quelque chose que tu utilises beaucoup, toi, la vidéo, dans la formation du joueur, justement? Oui. Sur les jeunes U15 Elite? Oui, sur le pôle, on l'utilise beaucoup. Donc nous, on a, dans le cahier des charges de l'équipe U15 Elite, l'obligation d'avoir les vidéos. Donc on a des retours sur tous les matchs. Le temps de faire aussi des petits montages, de pouvoir s'adresser aux joueurs individuellement et collectivement. Donc ça, on le fait toutes les semaines, individuellement ou collectivement.
Voilà, sur les qualités physiques. On a déjà des profils morphologiques différents. On a souvent des fois des meneurs de petite taille, des fois des meneurs de grande taille. Donc déjà, il faut savoir que des fois, enfin avant, on le faisait systématiquement, c'est-à-dire que on avait un petit, voilà, t'es le plus petit, t'es meneur de jeu. Ça se passe pas forcément comme ça. Aujourd'hui, la taille est un critère de détection. Donc là, je vais reprendre un peu les statistiques de mon collègue Flavien Battiot qui a fait des statistiques sur la taille des joueurs et la tendance aux arrières de grande taille. C'est un critère de détection. Ce n'est pas forcément les plus petits joueurs qui seront systématiquement meneurs de jeu. On peut avoir des joueurs de grande taille en U13, U15 qui vont se décaler vers un poste plus arrière de meneur de jeu. Donc sur ces statistiques, Flavien a fait la moyenne sur 16 équipes du championnat d'Europe U18 masculin en 2019. La moyenne des arrières, la moyenne de taille des arrières était d'1m94. Donc voilà, c'est la moyenne. Il y a plus petit et il y a aussi plus grand. Donc quand on s'imagine des meneurs de jeu ou des arrières de 2 mètres, on peut s'imaginer déjà qu'en U13, les plus grands gabarits ne sont pas forcément toujours détectés pour être poste 5, poste 4, poste 3. Voilà, on peut déjà les former sur toutes les habilités techniques, du moins déjà, du meneur de jeu. Donc moi, je me suis amusée aussi à faire les statistiques sur le championnat d'Europe féminin. Donc en 2019, pareil, sur 16 équipes, on a une moyenne de taille d'1m73, sachant que la plus petite était à 1m60 et la plus grande, arrière, à 1m85. Donc voilà, on est dans le basket féminin aujourd'hui, donc en U18 filles, souvent on a quand même atteint la taille adulte, donc des meneuses de jeu à 1m85, ça existe, c'est de plus en plus fréquent, et la moyenne est à presque 1m75. Donc pareil, les critères de détection européens, hein, parce que là c'est un championnat d'Europe, c'est pas que en France, sont de plus en plus importants. J'ai mis une petite vidéo aussi pareil, donc sur Franck, pas Franck en bus. Le petit là. Voilà, je te laisse le dire. Donc 1m93, donc meneur de grande taille, sur un championnat d'Europe, joue contre l'Allemagne et affronte un meneur de plus petite taille. Donc là, je n'avais pas enlevé le son, d'accord. On voit que c'est un système déjà qui a été fait pour ces situations et qui est prévu pour qu'il puisse se poster. Donc là, tout le monde prend le temps de s'écarter, on prend le temps de poster sur le mismatch cet avantage de taille dans la raquette, et donc dès que la balle arrive, même avant que ça arrive, ça incite déjà les aides défensives de l'équipe adverse à fermer la raquette et à aider sur ce 1 contre 1 qui est perdant pour eux, qui est dominé par la France sur ce point de vue-là. Donc là, c'est pas forcément pour scorer, pas toujours pour terminer, mais pour fixer. C'est un point de fixation qui peut être important et un critère qui doit être utilisé. En tout cas, il est de plus en plus utilisé. Donc voilà, ça fait partie aussi des fondamentaux. Un meneur de jeu aujourd'hui doit aussi savoir, surtout quand il a l'avantage, de pouvoir poster et pouvoir trouver des solutions. Donc là, il trouve la solution de la coupe. On voit aussi qu'à l'extérieur, il y a 3 joueurs ouverts à 3 points. Donc rien que d'avoir fixé sur un post-up et de 2 dribbles, 1 ou 2 dribbles suffit pour avoir les 4 joueurs clairement ouverts. Donc voilà, sa lecture de jeu fait qu'il a trouvé une très bonne solution, voire la meilleure. Il y en avait aussi d'autres. Donc voilà, ça crée, il y a beaucoup de création, ça crée des opportunités. C'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent. Ça, c'est juste le profil morphologique. On ne parle même pas encore de qualité physique. Pour moi, ce qui est important sur les qualités physiques, c'est les qualités aérobie. Sur les meneurs de jeu, peu importe le temps de jeu, sont quand même un poste de jeu où on déploie beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup de courses, des longues courses, du tout-terrain, de la pression tout-terrain, donc défensivement, donc forcément des ballons à remonter aussi offensivement. Donc on a souvent quand même une importance au niveau cardio. Il faut être endurant. Donc le développement optimal, donc pour les entraîneurs à savoir, entre 13 et 18 ans, on développe ces qualités aérobie. Donc sur des entraînements, sur des équipes qui n'ont pas forcément l'habitude, enfin pas beaucoup de créneaux et du coup de possibilités de pouvoir jouer, de pouvoir s'entraîner et passer du temps sur la préparation physique, sachez que c'est aussi possible de l'intégrer à l'entraînement. Donc de faire de la préparation physique intégrée.
donc des séquences jouées, qui va justement aller chercher un peu la fatigue et l'endurance, à développer l'endurance à cet âge-là. Ça court beaucoup et il faut que ça puisse courir vite et le plus longtemps possible. Le meneur a beaucoup de responsabilités sur tout ça. L'objectif, quand on développe ses qualités aérobie, donc oui, c'est pas marrant parce que c'est dur. Ces entraînements sont durs, ces entraînements sur la piste, développer la VMA, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus marrant, c'est très difficile. Il faut se dépasser, dépasser ses limites. Mais pourtant, c'est ce qui va offrir dans les fins de possession, quand tout le monde est fatigué, dans les fins de match, quand tout le monde est oxy, que le meneur de jeu puisse garder sa lucidité face à la fatigue et continuer de réfléchir. Parce que quand on est fatigué, là-haut ça suit plus, on n'arrive pas à réfléchir, on a besoin d'un temps mort et même avec 1 minute de récup sur la temps mort, on n'arrive pas à se remettre dans le match sur la réflexion du moins. Donc voilà, quand on réfléchit plus, forcément on perd en qualité, on fait les mauvais choix et c'est dans ça où il faut orienter le meneur, voilà, l'aider en tout cas à être plus efficace dans ses réflexions. Si on veut l'aider, il faut aussi développer les qualités aérobie. Des petites statistiques que j'ai faites sur les 2 dernières années sur le pôle masculin et féminin à Toulouse. La VMA moyenne du pôle était de 16,2. La VMA des arrières, donc des 5 arrières qu'on avait, était de 17,2. Donc elle est sur 1 km/h supérieure à la moyenne de l'équipe. Sur la VMA du pôle féminin, c'est pareil. On est à 1 km/h au-dessus. Ça montre bien que les arrières, bon déjà parce qu'ils sont de plus petite taille en général que les postes 5 en développement, ont plus de qualité donc, à développer au niveau de la course. Et c'est très important. Voilà, ils se doivent d'être un peu plus lucides que les autres, et donc de pouvoir développer toute cette énergie et garder cette lucidité. Évidemment, la vitesse et l'explosivité. On parle pas forcément de vitesse pure, c'est pas le plus indispensable possible. Par contre, on peut compenser, voilà, peut-être un manque de vitesse en U13, U15 par de l'agilité. Donc, développer la coordination, la dissociation, tout ce qui est changement de direction et changement de rythme. Un joueur qui est pas forcément rapide sur 20 mètres peut être très rapide sur 3-4 mètres et inversement. Donc, ça peut être de la gestion dans tout ce travail d'agilité et de coordination. Donc voilà, pareil, on peut le proposer à l'intérieur d'un entraînement de basket sur de l'échauffement, peut-être même en mixant les fondamentaux, mixer des travails d'appui sur des travail entre les plots, travail de coordination, dans une échelle de rythme. Voilà, il y a plein de choses à faire dans des circuits tout simplement. Voilà, donc on peut faire des circuits où on mixe de l'aérobie, on mixe de l'agilité avec du travail de coordination. Il y a beaucoup de choses à faire, des choses à mettre en place. On n'y pense pas forcément, pourtant voilà, donc ça aide évidemment tout le monde, mais le meneur de jeu se doit d'être voilà, très vite, explosif sur les appuis, avoir un bon démarrage, tout ça c'est important. Le dernier point sur les qualités physiques, je parlerai de dureté, donc être solide pour gérer le contact. On a de plus en plus de défense tout terrain avec du contact, des joueurs qui sont durs défensivement, donc c'est important de pouvoir gérer le contact, continuer à prendre l'information, être capable de techniquement gérer le contact techniquement et gérer la balle techniquement, plus pouvoir regarder. Tout ça, ça fait beaucoup de choses. Donc déjà, si on est dominé dans le duel physique, si on n'a pas de dureté, si on se fait dominer par son adversaire direct, on ne pourra pas faire le reste. Voilà. Pourquoi je disais que tout était interdépendant, c'est qu'on a besoin d'être solide pour pouvoir techniquement faire ce qu'on veut, et inversement. Et aussi pour apprendre voilà, le plus d'informations possible et traiter le plus de choses possible avec la fatigue et avec l'opposition physique. Par rapport aux qualités physiques, justement, on a une joueuse comme Olivier Poupa aujourd'hui qui, peut-être au niveau de la taille, ne répond pas au premier critère, en termes de taille en tout cas, mais qui répond aux 3 autres critères, c'est bien ça? Exactement. Donc on peut avoir effectivement... voilà. Donc là, alors ce que je disais, donc c'est une bonne intervention, Franck. Les critères de détection sont vraiment sur un critère de taille de plus en plus important. Par contre, ça ne veut pas dire que les joueurs de petite taille ne peuvent pas jouer au basket. Et là, ça en est la preuve sur l'exemple que Franck vient de donner. Dans le secteur masculin, un joueur comme Albici, Andrew Albici, il n'est pas non plus très grand, il fait 1m80. C'est un des rares meneurs à être sur les 1m80, 85, comme Tony Parker aussi il y a quelques années. C'est possible, mais par contre, du coup, c'est vrai qu'il faut être très bon sur tout le reste.
Le fait qu'on ait un déficit de taille, c'est déjà important. Donc il faut être très endurant, il faut être très vite, il faut être très solide. Et une joueuse comme Olivia Ipupa est très dure, elle est très explosive, Très athlétique, très effectivement. athlétique. Dans les trois qualités qu'on vient de citer, alors en effet elle est petite, mais par contre elle est très très bonne sur les trois autres tests qu'on pourrait faire. Voilà. Et en plus de ça, évidemment sur les autres critères, dans la gestion, dans les qualités techniques, elle est aussi très bonne. Voilà. Et avec l'expérience, elle est devenue voilà, meilleure sur son tir extérieur. Voilà, avec l'expérience, avec le travail. Mais effectivement, quand on a un déficit de taille, on se doit d'être très très bon sur les autres pour être performant et pour pouvoir s'exprimer. J'ai fait un petit slide sur la défense, petite diapo, parce que c'est un petit regroupement en fait de tout ce qu'on vient de dire techniquement. On a de la technique, on a de la tactique et on a des qualités physiques. Pour ça, pour être bon en défense, il faut un peu tout. Et on a l'aspect mental aussi qui viendra après, qu'on verra sur les deux dernières slides. Défensivement, il faut connaître ses capacités. Ça, c'est le rôle aussi de l'entraîneur. Faire apprendre aux joueurs à pouvoir se connaître. Si on ne connaît pas ses capacités, si on pense, on s'auto-évalue mal, tout simplement. Soit on se sous-estime, soit on se surestime sur différentes choses. C'est là qu'on risque de faire les mauvais choix, prendre trop de risques ou prendre justement pas assez de risques et d'être un peu dans la retenue. Donc c'est important. Nous, on est là pour guider les joueurs à se connaître. Un joueur qui voilà, comme Olivia Ipupa, si on l'a en jeune, on a ce genre de gabarit. Il faut absolument les pousser à pouvoir défendre tout terrain, mettre énormément de pression et gagner ces duels sur la première partie de terrain. Parce qu'on sait que sur la deuxième partie de terrain, on peut être posté, avoir un mismatch, comme on l'a vu avec Franck sur le meneur allemand. Donc c'est important de pouvoir nous les orienter, à savoir voilà, sur quoi ils peuvent s'orienter. Est-ce qu'on peut prendre plus de risques? Est-ce qu'on peut prendre moins de risques? Voilà, toujours évidemment en étant ambitieux avec eux et pousser au maximum de leurs capacités, en fonction de leur taille, du développement physique. En U13, des fois on a des joueurs qui sont très grands, pas encore développés physiquement, donc ils n'arrivent pas encore à tenir les duels. Si on n'arrive pas à tenir les duels tout terrain, c'est pas non plus... enfin, il faut le développer aux entraînements, mais on peut pas non plus demander aux joueurs d'être sur du tout terrain tout le temps pour se faire déborder sur chaque 1 contre 1 et prendre 2 points derrière. Déjà, c'est pas bon pour l'équipe et c'est pas bon surtout pour la confiance du joueur qui se sentira incapable de défendre ses duels. Donc voilà, trouver le juste milieu et c'est à nous de les orienter sur tout ça. La défense tout terrain influence énormément l'équipe, le meneur de jeu et le premier joueur qu'on va voir défendre, tout simplement parce que souvent c'est le meneur adverse qui va remonter le ballon. Donc on a cette vue sur le joueur meneur qui défend. Donc l'intention du meneur de jeu, qui est premier défenseur sur un premier rideau, va générer des comportements de ses coéquipiers. Si on a un meneur qui prend beaucoup de risques, on va souvent inconsciemment avoir les joueurs derrière qui vont monter et prendre plus de risques, suivre ses initiatives. Si on a un meneur qui contrôle, on va avoir plus une équipe qui contrôle derrière. Donc le meneur doit être conscient de tout ça aussi. Si on lui demande de défendre plus haut, c'est qu'il est capable de le faire, c'est que l'équipe va le suivre et on pourra voilà, faire un bloc défensif qui va se déplacer avec le meneur de jeu. En tout cas, il faut qu'il sache, il faut qu'on lui apprenne qu'il a une influence sur l'équipe et que ses intentions, en tout cas, sont vues par les autres joueurs, puisqu'on est censé derrière être ouvert à la balle, être à hauteur. Donc tout le monde est censé voilà, voir le travail du meneur de jeu. S'il se donne beaucoup en défense, moi je vais me donner beaucoup sur les lignes de passe derrière, essayer de couper les lignes de passe, avoir peut-être des interceptions, voilà, gagner des ballons assez hauts. Donc voilà, on influence consciemment ou inconsciemment l'équipe derrière. Le tempo aussi bien en attaque qu'en défense. Exactement. On est sur la gestion du tempo offensivement sur ce qu'on a vu et c'est ce qu'il va faire défensivement aussi. Et ça, il faut qu'il en soit conscient. C'est important. Gagner un ballon très haut sur une interception, sur une balle gagnée dans les mains, faire en sorte que l'équipe va prendre un ascendant sur l'adversaire. Donc lui, il va prendre confiance déjà, marquer des paniers faciles, et surtout on va prendre psychologiquement l'ascendant sur l'adversaire. Donc c'est important pour toute l'équipe, pour que tout le monde le suive et la même intention, suivre le meneur, suivre son tempo. Et là, on le verra sur le leadership, c'est pareil, il n'a pas besoin de parler pour faire ça.
il n'a pas besoin d'être vocal, il a juste besoin de montrer ses intentions, de mettre de l'intensité et ça va suivre derrière. Voilà. Là, c'est là que notre rôle d'entraîneur et de formateur va beaucoup influencer donc les placements et le positionnement de ce qu'on va leur apprendre. Donc on est sur une défense beaucoup à hauteur, on est sur une défense souvent tout terrain, surtout chez les jeunes, une défense en avançant, en prenant des risques, déjà en coupant les premières lignes de passe. Donc voilà, c'est quelque chose qui est important pour nous, entraîneurs, de leur montrer que des fois, même sans grosse qualité physique, on peut être bien placé, bien positionné, avoir le sens de l'anticipation. Pareil, on est dans la prise d'information, l'analyse du danger. Est-ce que je suis en position d'intercepter la balle? Est-ce que je suis mal placé? Est-ce que je dois me replacer? Sans cesse en réflexion. Le meneur se doit de réfléchir déjà pour lui et aussi de positionner, replacer aussi les joueurs. C'est son rôle de communiquer. Voilà. Moi, je suis bien placé, mais ce n'est pas tout. C'est pas uniquement moi qui compte. Est-ce que mes joueurs sont bien placés? Voilà. Est-ce que je peux peut-être conseiller mes coéquipiers à remonter, redescendre, etc. Donc voilà, on est beaucoup sur aussi l'anticipation, le traitement de l'information. On va mettre une petite vidéo pour illustrer. U15 élite féminine. Donc là, on est voilà, sur une défense porteur. Donc déjà, on voit l'intention. On a deux joueuses qui sont très hautes, qui coupent les premières lignes de passe et qui cherchent. Voilà. Donc là, clairement, on prend l'ascendant sur la joueuse. On l'oblige à se démarquer, on l'oblige à faire l'effort, à se fatiguer. Derrière, on contrôle. On l'oblige à prendre de la vitesse. Et là, en se replaçant, donc ça, c'est techniquement sur le replacement, à changer de direction et là prendre l'ascendant physiquement sur la joueuse. Elle tombe parce qu'on l'a obligée aussi à prendre de la vitesse et à se surpasser parce qu'on a mis un peu de pression, on l'a poussée à ça. Voilà. Donc là, clairement, on récupère la balle, on met 2 points facilement. Ça peut être aussi sur la défense, sur la remise en jeu, tout simplement, voilà, en mettant beaucoup de pression. Il y en a une qui coupe la ligne de passe, une qui met la pression sur la balle. Toucher un ballon, le dévier, intercepter. Donc ça, pareil, c'est voilà, personne n'a touché la balle et c'est un peu frustrant pour l'équipe. Sur du 15 élite, donc masculin, donc là on est clairement sur une pression tout terrain et on voit le bloc défensif derrière qui va suivre le joueur. Donc je la remets. On est pareil, les 2 arrières qui coupent la ligne de passe très fort. On oblige le joueur déjà à s'arrêter, à baisser la tête. Donc là, le meneur de jeu ne peut pas prendre l'information sur ce qui se passe devant. On l'oblige à changer 1 fois dans le dos, 2 fois entre les jambes et une 3e fois dans le rond central, de changer de main et ensuite de passer la balle. Et on voit que derrière, toute l'équipe est placée à pouvoir voilà, au moins être sur la ligne de passe et pouvoir essayer de jouer. Même si on ne fait pas l'interception sur ce genre d'action, on fatigue l'équipe adverse. On montre aussi qu'on est présent, aussi bien physiquement que collectivement. Donc voilà, il y a du positionnement, il y a de la défense collective et il y a aussi beaucoup d'intentions défensives sur ce qu'on veut. En tout cas, sur l'équipe, donc là c'est l'équipe U15 Occitanie garçons, c'est l'intention de jeu de la défense très haute, beaucoup d'intensité sur défensive en tout cas. Donc là sur une remise en jeu, pareil, on coupe les premières lignes de passe, on gêne sur la première remise en jeu et rien que sur ça, sur un démarquage, on va pouvoir gagner la balle. Derrière, on est prêt. C'est le joueur qui a coupé la passe, qui a provoqué cette interception. C'est pas lui qui a gagné la balle, mais il a fait que ses coéquipiers l'ont gagné. Donc voilà, on prend l'ascendant psychologique. Comme tout à l'heure, on est présent, sans surpression, en contrôlant, en provoquant 3, 4 changements de main. Et là, on met beaucoup de pression, on gagne le ballon. Et derrière, on peut replacer le jeu. Donc voilà, c'est juste être présent, contrôler, pas forcément toujours mettre de surpression, mais défendre quand même en avançant. Une image, donc on en parlait, Olivia Epoupa et sa vivacité. La joueuse qui réceptionne la balle sur la remise en jeu tourne le dos, juste sur cette prise d'information et la connaissance évidemment de ses qualités athlétiques, elle va pouvoir intervenir et voler un ballon. Voilà, sur une situation qui représente pas beaucoup de danger, pourtant elle est là, elle est derrière, elle veille et elle va pouvoir juste sur un coup d'œil prendre l'information. La joueuse n'a pas vu, elle rend la balle sur une petite passe au sol. On intervient et avec ses capacités de vivacité, on intercepte la balle. On en parlait justement. Voilà. Donc il y a un peu tout. Il y a de la prise d'information, il y a de la vivacité sur. Le rôle de l'entraîneur, on est toujours dans orienter le joueur dans son auto-évaluation.
chez les jeunes, c'est pas facile d'apprendre à se connaître. Des fois, on a besoin en tant que joueur, donc ça c'est valable pour tout le monde. Là, on parle spécifiquement du meneur de jeu, de pouvoir entendre de son entraîneur. Donc voilà, d'une oreille attentive, l'objectivité de l'entraîneur. Donc c'est être ambitieux, mais être aussi réaliste dans ce qu'on propose aux joueurs. Voilà, tout simplement. Et effectivement, souvent faire des feedbacks à répétition, en compétition, à l'entraînement, pour pouvoir aider aussi le joueur à réfléchir, à connaître son joueur adverse et à pouvoir à un niveau supérieur après s'adapter à son adversaire. Voilà, mon joueur est gaucher, mon joueur est droitier, mon adversaire shoot beaucoup à 3 points, il drive plutôt. Voilà, s'adapter à tout ça, c'est pas la peine de mettre de la surpression à un joueur qui est très rapide. Voilà, Olivia Ipopa, clairement, on défend sur elle, on lui met pas de pression, on n'essaye même pas, parce qu'on sait qu'on est perdant sur ce duel-là. A contrario, un joueur qui est plutôt dans le contrôle et dans le tir à 3 points, il va plutôt falloir contrôler ça sur le demi-terrain. Donc voilà, s'adapter à son joueur, c'est aussi le rôle de l'entraîneur, de guider et orienter le meneur de jeu sur la réflexion en défense. On passe sur les aspects mentaux. Je l'ai mis en dernier sur 2 slides. Pas forcément parce que c'est le moins important, justement. Je pense que ça a vraiment un aspect et un impact très important. On en parle très peu. On va y arriver petit à petit à parler de la préparation mentale de plus en plus, mais on en parle quand même un petit peu aujourd'hui. Le meneur de jeu, c'est quelqu'un qui doit être leader dans son rôle. Ça doit être le leadership qu'il développe. Par contre, on a différentes formes de leadership en fonction des personnalités. Encore une fois, on ne change pas un joueur, comme on disait tout à l'heure par rapport au profil. On va pas changer un joueur qui est très timide, on va pas lui demander du jour au lendemain de parler énormément, d'être très vocal sur le terrain. Par contre, à sa manière, on va essayer de l'orienter et à ce qu'il se développe, lui, son propre leadership. Donc c'est ce que j'ai mis sur le rôle de l'entraîneur, aider le meneur à trouver sa forme de leadership. Dans tous les cas, il doit avoir un impact sur son équipe. À lui de trouver, est-ce qu'il est vocal ? Est-ce qu'il préfère parler en groupe? Est-ce qu'il préfère parler individuellement à ses coéquipiers, les encourager, les conseiller plutôt individuellement, pendant le match, après le match? Est-ce qu'il a besoin d'être très focalisé sur ce qu'il fait pendant un match et il préfère intervenir en dehors? Voilà. Est-ce que c'est un meneur défensif, par exemple? Et on peut très bien être leader et impulser son équipe. Tout à l'heure, on parlait du tempo défensif. On peut imposer le tempo par ses qualités défensives, par ses qualités de scoreur, par son exemplarité. Donc voilà, c'est beaucoup de choses que peut influencer, impacter un meneur de jeu. En tout cas, il se doit d'être leader d'une différente forme. Et ça, c'est voilà, surtout chez les jeunes, aider le joueur à voilà, se connaître. Comment est-ce que je peux avoir un impact sur mes coéquipiers, en étant toujours moi-même, en étant toujours efficace en tant que meneur de jeu et en aidant mon équipe à être performante. On parlait tout à l'heure du double rôle, ça en fait partie. Le double rôle, c'est pouvoir être efficace en tant que joueur. Le meneur de jeu, il est là aussi en fonction de ses capacités de scorer, de devoir défendre. En tant que joueur, en tant que on a 5 joueurs sur le terrain, le meneur en fait partie. On ne peut pas dire qu'il ait un rôle uniquement de meneur, mais aussi de joueur sur le terrain. Et il se doit en plus voilà, de penser aux autres, voilà, d'être leader pour les autres. Le rôle de l'entraîneur aussi, pour moi, c'est d'appuyer ses décisions. On va avoir des décisions des fois qui vont être bonnes, évidemment des erreurs. L'aider à trouver le bon équilibre sur ses décisions, relativiser les échecs, valoriser ses bonnes décisions, qu'elles soient surtout quand elles sont surtout pour l'équipe, pour le collectif, et ne pas hésiter à le faire aussi pendant une phase collective. C'est pas que s'adresser au meneur de jeu en tant qu'individu sur le côté, mais en prenant en compte l'équipe pour que l'équipe puisse entendre votre avis d'entraîneur sur le rôle de votre meneur. Ça va aider dans la confiance individuelle du meneur de jeu et dans la confiance collective de votre équipe, aider le joueur à pouvoir être appuyé par son coach. On en vient sur ça, sur la communication. Apprendre à communiquer avec ses coéquipiers et avec son entraîneur. Donc on est sur le relationnel meneur de jeu, entraîneur, qui est souvent quand même un relationnel un peu différent des autres joueurs. J'ai mis l'image de Parker et Popovic parce que il en a beaucoup parlé. Alors oui, il est resté des années avec lui, mais pour lui ça a été pour Tony
on va dire un gros développement chez lui, cette relation qu'il a eue avec lui. Donc pas être aussi proche forcément du meneur, mais en tout cas de l'aider dans son développement et dans son métier de meneur de jeu. Voilà, réussir à communiquer avec lui, puisqu'on dit souvent qu'il est le chef d'orchestre, qu'il est le le relais du coach sur le terrain. Et c'est vrai, et ça doit être aidé par le coach. En tout cas, l'entraîneur doit aider à appuyer ses décisions, à créer un relationnel différent, de confiance, de complicité aussi peut-être dans le basket, dans peut-être autre chose aussi, pas forcément en fonction des joueurs, des personnalités que vous avez en face, en fonction de vos capacités, votre rôle d'entraîneur. On est tous différents en tant qu'entraîneur, comme ils sont tous différents en tant que joueurs dans les personnalités. On a différentes formes de s'adresser aux joueurs et de créer des relationnels. En fonction de ce que vous savez faire et comment vous communiquez avec vos joueurs, je pense que ça doit être une relation quand même un peu privilégiée, en tout cas sur le rôle que vous lui donnez et ce que vous attendez de lui sur le terrain. Donc ça veut dire qu'il faut beaucoup communiquer, être vraiment responsabiliser le meneur de jeu, communiquer énormément avec lui sur les prises de décision, les évaluer avec lui, c'est ça? C'est ça. Plus... Beaucoup de débriefing, donc déjà lui expliquer d'un premier abord, et ensuite ne pas hésiter à revenir sur des petits débriefings individuellement, collectivement. Lui rappeler souvent aussi ce dont on a besoin, pourquoi il est chef d'orchestre, comment il doit l'être, ce qu'il doit développer pour l'être. Donc ça c'est important, cette relation, cette communication qu'on doit avoir avec le meneur de jeu. Sa communication, en tout cas du meneur, doit être un joueur qui doit être écouté, être capable d'être écouté et crédible envers ses coéquipiers. On a souvent besoin de communiquer. Là encore, c'est pas forcément avec la voix, ça peut être avec les mains, sur les appels de balles, sur les annonces des systèmes, sur toutes les choses dont on a besoin de rappeler les ballons. Des fois, on n'a pas la balle, on a quand même besoin de communiquer avec ses coéquipiers pour replacer les joueurs sur le terrain, pour guider ceux qui sont un peu perdus dans le système de jeu, dans la continuité. Ça, c'est le rôle du meneur de jeu. Alors oui, il doit être dans l'intelligence, dans la connaissance du jeu, il doit savoir ce qu'il doit faire, mais il doit être aussi bon dans la communication et savoir ce que les autres doivent faire pour pouvoir les aider et communiquer avec eux. Il doit être compris, s'exprimer correctement. La communication, c'est dans les deux sens. Être écouté, être compris et écouter les autres. Mais s'exprimer, c'est pas toujours évident. On est sur des actions de jeu, on est sur de la fatigue. Plus on est fatigué, donc on en revient sur les qualités physiques. Au moins on arrive à s'exprimer, au moins on est lucide. Si on s'exprime mal, ça peut des fois, les messages peuvent mal passer. Ça peut engendrer de la frustration aussi. Donc c'est important de pouvoir être lucide, serein et de s'exprimer correctement envers ses coéquipiers. Donc voilà, ça aussi, s'il y a des débordements, des manières où on n'arrive pas à communiquer, on voit que le meneur de jeu ne communique pas bien avec ses coéquipiers, je pense que c'est le rôle de l'entraîneur aussi de l'aider, de lui faire comprendre en tout cas que là, il s'est mal comporté parce qu'il s'est mal exprimé à son coéquipier. Il y a des manières de dire les choses et ça s'apprend. C'est pas facile, surtout quand on est jeune, surtout avec la fatigue et tout ça. On déborde vite avec la frustration et la compétitivité derrière. Donc voilà ce que je disais sur aider ses coéquipiers sur les explications. La confiance individuelle, on en parle beaucoup, on ne la travaille pas beaucoup. C'est quelque chose qui doit prendre plus de dimension dans le sport co, dans le basket. La confiance individuelle, le meneur de jeu va devoir prendre et assumer des responsabilités tout au long du match, tout au long d'une saison, pendant les entraînements. On a toujours des périodes où on est sur une bonne dynamique, on gagne les matchs, tout va bien, tout le monde est bien. Et il y a des moments où on est sur une dynamique un peu en dedans, pour pas tomber dans la spirale négative. On a des moments difficiles dans une saison, on doit pouvoir compter sur des meneurs de jeu qui continuent d'être confiants et sereins pour apporter tout ça à l'équipe. Donc ça, la confiance individuelle et la confiance collective, le meneur de jeu doit amener donc de la sérénité, apporter de la cohésion sur le groupe. J'ai mis une petite image aussi, donc vous allez forcément tous reconnaître ça. En sortant d'un temps mort, là on peut, voilà, encore Franck qui, en tant que meneur de jeu, regroupe ses coéquipiers, leur parle. Donc là on parle de petits regroupements, un petit huddle entre équipes. En sortant du temps mort,
juste rajouter quelques consignes. Voilà, il fait un check, une petite tape dans le dos pour mettre les coéquipiers en confiance, regrouper l'équipe, se parler. Voilà, c'est une confiance collective et c'est aussi montrer à l'équipe adverse qu'on est toujours présent, que quoi qu'il arrive, même si on est dans une mauvaise période dans un match, on est présent et on a toujours quelqu'un qui voilà. Donc ça peut être tout le monde, hein. Enfin ça peut être différents leaders. On n'est pas que sur le meneur de jeu pour prendre la parole, évidemment. Et heureusement d'ailleurs, ça doit être un chef, mais un chef qui laisse de l'espace aussi aux autres pour s'exprimer. Ça justement, est-ce que tu as des choses pour faire travailler un petit peu sur ces aspects-là? Je pense que déjà, à travers un entraînement, on peut créer des petits moments, même chez les jeunes, hein, on fait de l'opposition, on fait 2 équipes, même 3 équipes, peu importe. Et avant de commencer, on laisse 30 secondes, 1 minute, même 30 secondes, hein, ça prend pas beaucoup de temps d'entraînement. Laisser les petits groupes ensemble et selon les consignes qu'on a données, demander à un joueur de s'exprimer et on voit déjà qui va prendre la parole, qui a des choses à dire, qui voilà va pouvoir prendre ce genre de responsabilité à l'entraînement et on sait aussi du coup sur qui on pourra compter. Donc effectivement c'est souvent le meneur qui a des choses à dire, mais on doit aussi laisser la place aux autres joueurs. C'est sa responsabilité par rapport au collectif mis en place, à ses responsabilités de meneur de jeu, mais voilà, ça peut l'être de tout le monde aussi. Je parle après d'exigence et d'exemplarité. C'est un meneur qui montre le tempo en défense, qui le montre en attaque, le montre aussi par son exigence et son exemplarité dans le travail. On n'est pas, tout le monde ne copie pas le meneur dans ses comportements, mais souvent il impacte quand même sur ses comportements. Donc avoir un comportement exigeant avec soi-même va quand même pousser l'équipe à un moment donné, les autres joueurs du moins, à être exigeants avec eux-mêmes et à suivre peut-être un exemple. Et ça c'est aussi du coup le rôle de l'entraîneur, donc de donner peut-être ces exemples-là sur certains moments, sur certaines situations, certains entraînements. Voilà, il se doit aussi dans cette exigence et exemplarité d'impulser une discipline et une rigueur sur le jeu collectif. Donc souvent en U13 aussi, voilà, on a très jeunes ou U15 des joueurs avec des qualités physiques, des qualités de créateurs. Et notre travail à nous, c'est de pouvoir gérer ce genre de joueurs en les laissant s'exprimer parce que leur créativité, c'est leur fond de commerce et qui sont bons là-dedans. Et entre eux, voilà, tu es créateur, mais tu es quand même responsable de la discipline qu'on demande pour l'équipe. Parce que être créateur, c'est bien, mais il faut aussi un fond de collectif pour pouvoir mettre tous les joueurs au meilleur niveau, au meilleur de leur capacité pour que l'équipe soit performante. C'est le travail du meneur et c'est le travail du coach de pouvoir aider justement le joueur à être lui-même dans sa création et on va dire gestionnaire dans la discipline qu'il instaure, en fonction toujours des personnalités et de l'ajustement qu'il y aura à faire, sur l'adaptation qu'il y aura à faire en fonction des types de meneurs, hein, des profils de meneurs qu'on a. Donc voilà, sur le rôle de l'entraîneur, c'est ce qu'on vient de dire sur l'aider à accepter les erreurs. On a souvent aussi voilà des meneurs qui sont trop dans l'exigence et l'exemplarité. Du coup, on est un peu voilà dans le perfectionnisme. Il faut relativiser. Le rôle de l'entraîneur, c'est de relativiser un petit peu tout ça. On a des responsabilités sur le poste, mais il faut pas non plus rajouter de la gestion, enfin rajouter du stress au meneur de jeu. Voilà, il se doit d'être aussi lui-même et d'être impactant sur ses capacités individuelles. Ça ne doit pas lui rajouter du stress supplémentaire et ça c'est le rôle du coach. Voilà. En plus de valoriser toute son implication. Sur les aspects mentaux, voilà, j'essaie d'être un peu rapide. Sur tout ça, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de comportements et exemples importants. Sur le dernier point, c'était sur la justesse entre l'équilibre, la discipline et la créativité des joueurs. Donc pour résumer, on va essayer de faire un résumé bref là, pour terminer, s'il n'y a pas de questions. Non, par contre, il y a beaucoup de remerciements. Ah. Voilà, de personnes qui te remercient pour les conseils que tu donnes, justement. D'accord, ok, c'est gentil. Si. Je te laisserai découvrir ça après.
Ok. Bon, en tout cas, par rapport voilà, à vos commentaires sur le live, je découvrirai tout ça après, mais on peut aussi voilà, continuer à communiquer. Et l'intervention, c'était juste une heure et quart, et on peut en discuter. Les aspects mentaux, je suis passé rapidement aussi. Il y a beaucoup de choses à dire. Ça mériterait de faire plus long, et s'il y a besoin aussi, nous, on peut s'adapter et faire d'autres choses en complément. Donc voilà. Pour résumer, en trois lignes, pour moi, un meneur de jeu, on doit l'aider à être le plus complet techniquement possible. L'aisance avec la balle sur le dribble, la passe. Ça doit être voilà, au maximum, passer le maximum de temps et l'aider à être complet. Un meneur réfléchi, il se doit de réfléchir quand même pour lui, sur ses actions de jeu, sur ses situations, mais aussi pour son équipe. C'est pour ça qu'il a besoin d'être techniquement au top pour pouvoir réfléchir, peu importe la fatigue, peu importe la pression défensive, etc. Il doit pouvoir réfléchir, être lucide, réfléchir pour son équipe, défensivement, offensivement, sur ses prises d'initiative. Donc il doit être endurant et explosif. S'il n'est pas endurant, il va vite tomber, il va être oxy et tomber dans la fatigue. Plus de lucidité. Plus de lucidité pour prendre des décisions importantes. Et il doit être leader et bon communicant. Je crois que c'était le dernier. Et présent pour son équipe, c'est le dernier point parce que voilà, il est joueur, mais il est surtout présent pour son équipe et quoi qu'il arrive, quel type de profil, n'importe quel type de profil, on est quand même sur son rôle, c'est de penser à l'équipe. Alors oui, penser à scorer, c'est bien, penser à être performant soi-même, c'est bien, mais il doit toujours avoir en parallèle, j'ai été performant, mais mon équipe n'a pas été performante. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et il faut réajuster, il faut se réadapter sur tout ça. Donc c'est important qu'il ait toujours en tête qu'il doit être présent pour son équipe. Voilà, quasiment à égalité, voire même plus pour son équipe parfois. C'est l'équilibre difficile à trouver. Et toi, justement, Sylvie, tu as été meneuse de jeu à haut niveau. Donc, est-ce que tu peux nous partager un petit peu justement de ton vécu de joueuse, là, pour le coup, et non pas en tant que formatrice? Comment toi, tu as perçu ton évolution, ta carrière là-dessus? Est-ce que ce sont des aspects sur lesquels tu as travaillé tout au long de ta carrière, sur lesquels tu as évolué Déjà, pour faire cette intervention, je me suis basée aussi sur mon expérience personnelle, forcément. Ce que j'ai appris en tant que joueuse, ce que j'ai vécu dans mon cursus de formation. J'essaie de me souvenir, même si c'était il y a longtemps, des coachs, ce qu'ils m'ont appris, ce qui m'a aidé, ce qui m'a manqué. Et surtout, voilà, sur le jeu aussi, je sais que j'étais pas la même meneuse de jeu en début de carrière qu'en fin de carrière. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut beaucoup d'expérience, être capable de faire des retours, de se remettre en question, de faire des retours sur soi-même assez objectifs pour pouvoir progresser et voilà, amener ce qui manque à ça. Donc, on se découvre, moi en tout cas, je me suis découverte de saison en saison. Aussi bien sur ma personnalité, le type de leadership que je voulais développer, parce que ça c'est pas non plus inné au départ à 13-14 ans, c'est un peu difficile. Même si moi je pense que dans ma formation on m'a beaucoup aidé à ça et je pense à tout ça aussi sur la formation en équipe de France Jeune, à l'INSEP aussi, donc voilà, avec François Gomez aussi qui m'a beaucoup aidé sur ça, apprendre à me connaître, savoir voilà bon, bah Sylvie, t'es pas une joueuse très athlétique, ça m'a quand même aidé, même si au début il faut l'accepter. Du coup, moi, j'ai développé d'autres capacités pour combler, pour compenser en fait, c'est ça. Voilà, pour compenser et pour forcément développer. Et donc, du coup, j'ai aussi beaucoup travaillé physiquement parce que je savais que j'avais pas les qualités d'Olivia Epoupa, voilà, innées. Donc, savoir ce qu'on doit beaucoup travailler pour avoir un petit peu de euh, de compenser un peu ses faiblesses et surtout travailler aussi ses points forts, savoir dans quoi on est bon et ce qu'on peut développer. Voilà, j'ai pas été la même meneuse de jeu à 33 ans sur ma dernière année que évidemment à 18 ans sur ma première année. Voilà, c'est l'expérience qui a fait le développement de la confiance. Pas forcément techniquement, puisque j'étais plutôt déjà technique à 18 ans. J'ai pas progressé sur les fondamentaux, sur tout ça. Ça s'est fait très jeune. Les fondamentaux se font très jeunes. Et après, sur tout le développement après 18 ans, c'est beaucoup voilà, sur la communication et sur le partage, le relationnel avec les entraîneurs est aussi important sur tout ça et sur l'efficacité sur un groupe. Communication. La communication est importante. Oui. Merci Sylvie. Avec plaisir. Il n'y a pas d'autres questions sur
sur le chat. Alors on va clôturer. Juste donc merci pour ton intervention et tes précieux conseils. Tu verras sur les commentaires une tardaise qui te remercie d'ailleurs, Michel. Voilà, Michel, oui, pour les précieux conseils. Aussi dans la formation chez les jeunes et voilà. c'est important. Ben Farida, Babziwar aussi qui te remercie. Merci. Une certaine Dorian Gruzinski, je sais pas si tu connais. Gruzinski, c'est bizarre comme nom. C'est marrant, ouais, c'est pas commun. Merci maman. Voilà. Donc merci Sylvie en tout cas pour cette intervention. On va clôturer le live juste avant. Donc pour rappel, on fait une dernière séquence en live vidéo jeudi soir, donc jeudi 2 juillet à 18h. Il s'agira de la préparation de match vue par les officiels. Merci pour le micro. Donc la préparation de match vue par les officiels avec Thibaut Burnel qui est conseiller technique des arbitres pour la Ligue d'Occitanie de basket et Thierry Gache qui est responsable de l'équipe régionale des officiels et OTM de haut niveau. Voilà, donc on espère vous retrouver nombreux également sur ce prochain live. N'hésitez pas en tout cas à continuer à échanger au travers des commentaires. On se fera un plaisir de vous répondre s'il y a des questions un peu plus spécifiques. Et on vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt. Bonne soirée à tous. Merci à vous.